Dans cette nouvelle causerie du 23 avril 2014, je voudrais revenir sur un certain nombre de nos notions. Je voudrais faire un peu la synthèse d'un certain nombre de textes que j'ai pu rédiger et mettre en ligne sur Facebook ou sur nos films. Alors je vais prendre ça un petit peu en vrac. D'abord, je suis très surpris. Je viens d'écouter une émission sur France Culture concernant Yankelevitch. J'ai l'impression que les femmes ne sont pas associées à la mort. Je veux dire par là que lorsque l'on réfléchit sur la mort, on ne pense pas à la femme. Or, la femme, quelque part, est en dialectique avec l'homme par le biais de la mort. C'est parce que l'homme meurt que la femme existe, en quelque sorte. Elle en est le prolongement et elle en est l'héritière. C'est elle qui se nourrit, en quelque sorte, de ce que l'homme laisse derrière lui. Car après tout, lorsque j'écris, je laisse derrière moi quelque chose. Si je n'écrivais pas, si je n'avais pas envie de laisser derrière moi quelque chose, je n'aurais pas besoin d'écrire. Je serais dans le présent, je serais dans l'immédiat, je communiquerais dans ce que j'appelle l'horizontalité avec d'autres personnes qui pourraient s'inspirer de ce que je dis, pourraient prendre exemple sur ce que je dis, pourraient prendre modèle sur ce que je dis. Mais je n'aurais pas vraiment besoin de produire ou d'écrire, de laisser une trace, puisque cette trace, elle serait déjà dans le regard de l'autre, dans la présence de l'autre, dans ce que je peux lui apporter en tant que modèle, justement. Et donc, est-ce qu'il n'est pas dérisoire d'écrire, car tout le monde j'écris, je pense notamment aux compositeurs, pas seulement, lorsque j'écris, d'autres peuvent s'approprier ce que j'ai écrit, peuvent être dans l'imposture par rapport à moi. Je signale d'ailleurs entre parenthèses cet ouvrage intéressant de Roland Gori, La fabrique des imposteurs, aux éditions Les Liens qui libèrent. Et effectivement, l'imposture, alors, je pensais que le mot imposteur voulait dire quelqu'un qui prend la place d'eux, mais en fin de compte, c'est plutôt, comme dit Gori, celui qui impose sa façon de faire. Et donc, l'imposture, c'est celui, à mon avis, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et en ce sens-là, j'emploierais bien l'expression la suivante, à savoir que l'homme serait le pourvoyeur, le grand pourvoyeur de la femme. Et en fin de compte, c'est lié à la notion de besoin. La femme aurait convaincu l'homme de la nécessité de se prolonger. Et c'est ça qui justifiera en quelque sorte sa présence auprès de l'homme. Je veux te prolonger par-delà la mort. C'est parce que si l'homme ne mourrait pas, il n'aurait pas besoin de la femme, il n'aurait pas besoin d'enfants, il n'aurait besoin de laisser des textes derrière lui. Donc c'est la perte d'immortalité qui crée tout un processus, toute une économie autour de la femme, autour de l'objet, autour de la transmission. On peut imaginer une humanité d'immortels, ou en tout cas de personnes qui vivent très très longtemps, comme dans la Bible, comme Mathusalem, d'immortels qui n'auraient besoin de personne et qui communiqueraient directement et qui ne communiqueraient pas pour transmettre, mais qui communiqueraient pour montrer ce qu'ils sont, pour éveiller l'autre à ce qu'ils sont et à ce qu'ils sont eux-mêmes. Et ça nous renvoie à un autre concept, c'est la notion de l'individu. Chez l'homme, l'individu est l'être qui prend pleinement possession de ses potentialités intérieures, organiques, alors que chez la femme, l'individu serait celui qui serait doté de tout un ensemble d'objets, de biens, d'appareils,
tout un milieu extérieur. Paradoxalement, on parle de l'intérieur quand on dit une femme d'intérieur, mais une femme d'intérieur, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'un extérieur, puisque tout ce qui est autour d'elle va constituer son intérieur, si on peut dire. Et en fin de compte, une des problématiques de l'homme, dès lors qu'on admet qu'il n'y a pas à se cloisonner, dès lors qu'on admet qu'il est universel, et qu'il n'y a aucune frontière qui ne saurait s'imposer à lui, et à partir du moment où il y a eu la frontière de la mort, évidemment tout a basculé, cet homme qui va se développer dans l'horizontalité aussi largement que possible, va évidemment avoir un temps de maturation extrêmement long. D'ailleurs, la durée de la vie, justement, si elle était beaucoup plus longue, permettrait de développer beaucoup plus ce processus. Au contraire, on choisit un champ très cloisonné, eh bien, on peut parvenir à une sorte de maturation assez rapidement. L'idée qu'effectivement l'homme n'a pas de frontières, n'a pas de cloison, est une idée justement qui est remise en question par notre économie, par notre société, puisque le principe même de cette société, c'est l'échange, c'est la complémentarité, c'est le fait que l'autre m'apporte ce que je n'ai pas, fait ce dont je ne suis pas capable. Donc c'est une économie qui est fondée sur l'échec. Mon échec, mon impuissance, m'oblige à faire appel à l'autre. Mon rapport à l'autre est un rapport d'employeur à employé. L'autre me convainc que je ne suis pas complet. Et donc que l'autre me complétera. Et il me complétera, ce qui signifie qu'il doit me convaincre que nous sommes tous limités. Et que lui-même est limité, par définition. Vous êtes limité, donc vous avez besoin de quelqu'un. Et moi-même, je suis ce quelqu'un qui peut, sur ce point précis, sur ce créneau précis, vous apporter quelque chose. Donc il y a là une espèce d'imposture qui est paradoxalement non pas l'imposture de celui qui prétend tout pouvoir, mais plutôt l'imposture de celui qui vous persuade que vous ne pouvez pas tout faire. Et donc il y a une sorte de renversement, de révolution copernicienne sur ce point-là. Et donc, en effet, nous sommes persuadés que nous devons déléguer. Alors, je crois qu'il faudrait distinguer dans le domaine du temps et de l'espace. C'est-à-dire que il est certain que même un artisan ne peut pas tout faire au même moment. À un instant donné, il ne peut pas tout faire. Mais si on lui en laisse le temps, il peut tout faire. Il peut faire les choses successivement. Donc là encore, on voit bien que c'est parce que j'enlève du temps à l'autre, qui n'a plus de temps, qu'il va être obligé d'accepter l'autre comme complément. Et or, précisément, qu'est-ce que la mort, sinon justement la fin du temps imparti? Donc, du moment que le temps imparti m'est compté, du moment que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, si on peut dire, ou bien combien de temps il me reste pour être véritablement en pleine possession de mes moyens. Si on revient un peu au même, avec l'approche de la vieillesse, il y a ici également une sorte d'angoisse qui peut également justifier la succession, qui peut justifier l'héritage, qui peut justifier le fait de transmettre. Il faut que vous transmettiez, vous allez mourir, ou alors vous n'êtes plus en mesure de faire certaines choses, donc il faut que vous transmettiez impérativement. Voilà, donc c'est cette même idée, n'est-ce pas, que le temps est compté, et cette perte de temps va générer tout un ensemble de comportements.
Cette perte de temps, c'est-à-dire le fait de sentir qu'on n'a plus le temps, ou qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai que dans l'instant, je n'ai pas le temps. Si on me situe dans l'instant, je n'ai pas le temps de tout faire. Et donc on va m'enlever ce temps pour me convaincre que je ne suis pas complet, puisque à cet instant même, je ne peux pas être tout. Et je ne peux être tout que si j'ai le temps. Mais justement, on va me dire que je n'ai pas le temps. Donc, nous sommes dans une économie qui nous persuade à tout instant que nous n'avons pas le temps. Que ce soit par le fait de la mort, ou que ce soit parce que le temps est compté et que on juge sur le moment. Sur le moment, c'est vrai, nous sommes tous limités. Alors, donc il y a des êtres qui sont limités parce que on ne leur laisse pas le temps, et d'autres qui sont limités parce qu'ils ne sont conçus que pour être dans l'instant. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter sur le temps. Quelque part, une machine, elle fait ce qu'elle peut. Elle doit montrer ce qu'elle est capable de faire dans l'instant, dans le moment, sur le champ. Un être humain, lui, en pleine possession de ses moyens, lui, il a besoin de temps. D'ailleurs, on sait très bien que l'enfant a besoin de temps pour prendre possession de ses moyens, de ses capacités, de ses potentialités. Donc, quelque part, la femme est un être qui n'a pas le temps, ou qui ne nous donne pas le temps, qui nous juge sur l'instant, et qui nous voit très bien comme un sablier, n'est-ce pas? Il nous imagine très bien ne plus avoir de temps. Mais en même temps, comme je l'ai écrit dans d'autres différents textes, la femme est porteuse du temps, ce qui est un paradoxe. Elle est porteuse des cycles. C'est elle qui apporte une cyclicité à l'humanité. Dans un cycle que j'ai étudié qui s'appelle l'astrocyclon, un cycle de 7 ans, qui est axé sur le signal de Saturne, le signal purement sémantique, visuel, de Saturne se rapprochant successivement de certaines étoiles fixes, royales, qui est évidemment ça, évidemment, nous sommes là également dans un point aveugle de toute la recherche du XXe siècle sur l'humain, sur l'anthropologique, et en dépit, bien entendu, de la structure politologique du calendrier électoral, etc., qui elle-même introduit une cyclicité artificielle et beaucoup plus en surface. Mais effectivement, les femmes sont porteuses d'un temps, de manière plus ou moins inconsciente, je dirais, d'une certaine manière, parce que finalement, il y a des paradoxes. L'homme vit dans l'instant, mais il vit dans un instant qui n'a pas de fin, un instant qui n'a pas de limite. La femme vit dans le cycle, mais en même temps, elle est dans l'instant, parce que elle ne maîtrise pas ce cycle dont elle est porteuse, qui se produit malgré elle, en même temps que la gestation aussi. La grossesse est également quelque chose qui se produit malgré elle, je ne dirais pas à son insu, mais à son corps défendant, si on peut dire. Et ce qu'a donné l'IVG. Et la femme nous apporte aux hommes des défis, des tentations, j'appelle ça les tentations qui sont justement liées à ça, parce que finalement, la question de la mort et de la perte de temps, c'est la grande tentation. La grande tentation qui nous renvoie à un futur en disant mais qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce que va devenir ce que vous faites dans l'avenir, hein, donc qui nous empêche de vivre pleinement le présent en vue du futur, et un futur qui va m'obliger à avoir besoin de l'autre, ou bien qui me renvoie à un passé dont je serai tributaire, mais dont je serai également responsable, dont je devrais être chargé, dépositaire, et là encore, ça m'empêche de vivre dans le temps présent. Ce passé étant justement le passé de ce qui est mort, de ce qui est mort et de ce qu'on doit gérer. La femme est tellement dans la gestion de la mort, doublement, puisqu'elle doit à la fois gérer l'héritage, la tradition, la transmission, mais elle doit également gérer ce qui est dans le moment présent et qui ne peut pas continuer, donc il faut également
voulu prévoir une succession, un prolongement extérieur à l'être lui-même, une extériorisation. Donc finalement, la mort et la femme est liée à cette gestion de la mort, de la bibliothèque, du musée, de la conservation du passé et également de ce présent qui va lui-même devenir du passé et qui est celui de ses contemporains. Donc le grand pourvoyeur, finalement, en effet, l'homme est le grand pourvoyeur de cette femme qui est un peu une charognarde, c'est-à-dire qui se nourrit de la mort, qui n'attrape pas les choses dans leur vie, mais déjà dans leur mort. Donc la femme ne rencontre le monde qu'à travers l'homme qui a tué quelque part le monde, comme un animal qui ne mangerait que des animaux qui ont été eux-mêmes abattus, et qui donc comme un vautour par exemple. Donc qui ne serait pas. D'ailleurs, il paraît que les hommes au départ étaient comme cela, ils ne pouvaient pas tuer. Au départ, ils ne savaient pas tuer, mais ils savaient manger ce qui avait déjà été tué par d'autres animaux. Donc justement, là aussi, l'homme est sorti de cette logique de la mort, car j'ai besoin que l'autre me donne quelque chose, je ne peux pas moi-même directement avoir quelque chose, je ne peux que la récupérer, que l'accaparer. Alors je voudrais changer un peu de sujet pour passer un peu du coq à l'âne, en abordant pour terminer deux questions. D'une part, d'ailleurs, ils ne sont pas forcément tellement éloignés, parce que rien n'est d'ailleurs éloigné de rien. D'une part, je dirais, en ce qui concerne la question linguistique. Alors, les langues sont par définition quelque chose de mort, de cette manière. C'est-à-dire, on ne doit pas y toucher, c'est le ciment d'une société, et c'est un savoir, mais un savoir qui ne peut plus bouger, à la différence de la science, n'est-ce pas? Une langue ne bouge plus, ou elle bouge de manière à la marge. Et il y a aussi, donc par exemple, moi je me travaille beaucoup sur les rapports entre le français et l'anglais, comme on sait, ça m'a pris beaucoup de temps, et les rapports de l'anglais au français m'ont toujours paru extrêmement étranges, comme si justement l'anglais se nourrissait du français, comme si le français était pourvoyeur de mots pour l'anglais. Et en ce sens-là, il y aurait effectivement un rapport féminin-masculin entre l'anglais et le français nourrissant, pourvoyant l'anglais par des milliers de mots, et alors que l'anglais finalement ne peut le faire que par le fait qu'il a emprunté au français. Donc l'anglais n'est dans l'émission que parce qu'il a reçu la transmission du français. Et c'était un phénomène de civilisation quand même assez inquiétant, parce que nous vivons quand même avec ce questionnement en plein XXIe siècle, c'est-à-dire quelle est la langue mondiale, et la plupart des gens ne comprennent pas le statut de l'anglais. Ils ne comprennent pas le statut de l'anglais, ils ne comprennent pas le rapport de l'anglais au français, de même qu'ils ne comprennent pas le rapport des femmes aux hommes. Il y a ce même malaise, ce même malentendu, ce même quiproquo dans les deux cas. Et donc, c'est pas du tout indifférent. Je crois qu'il est essentiel de rappeler que le français est le grand pourvoyeur depuis un millénaire de tout un ensemble de langues, comme l'anglais, mais aussi à de moindre mesure l'allemand, le hollandais, le polonais, le russe, le turc, etc. Et sans parler bien entendu des dialectes maghrébins. Et donc c'est une vocation qu'il a, une vocation, je dirais, une sorte de polygamie qui s'instaure autour du français,
français étant le grand pourvoyeur de mots aux langues, à différentes langues, qui s'en nourrissent, et qui le prolongent, et qui le prolongent tellement qu'à la limite, elle serait bien contente que le français disparu. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe. Donc, oui, il y a une sorte de théâtralité des rapports entre le français et l'anglais qui est tout à fait typique du rapport entre les hommes et les femmes, et là l'image qu'on a aujourd'hui. Et il faudrait quand même en prendre conscience beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement. Et alors je voudrais terminer sur une petite réflexion, mais qui est sans conséquence. La question de la calvitie. Alors je suis très interpellé par la calvitie, moi-même je n'ai pas ce problème, n'est-ce pas? Mais cette calvitie me fait penser à deux choses. D'une part, j'ai remarqué que beaucoup de gens sont complètement rasés, même quand ils ont encore des cheveux. L'idée comme ça d'avoir quelques cheveux sur les côtés, ça ne se fait plus. Et donc pour éviter que ce qui est très ras se fasse remarquer, on tond ce qui ne l'est pas. Donc finalement, c'est la recherche du dénominateur commun le plus bas. Comme ça, ce qui pousse un petit peu plus, on le supprime, de façon à ce que tous les cheveux soient au même niveau. Il y a déjà toute une philosophie sur laquelle on pourrait réfléchir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que finalement, il y a un nivellement par le bas, on ne supporte plus les gens qui sortent de l'ordinaire, supporte plus ceux qui ne sont pas handicapés, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui ont des cheveux normaux, et donc sur son propre cas, sur son propre chef, on pourrait dire, sur sa propre tête, on instaure un ordre qui veut qu'effectivement les cheveux les plus longs soient coupés au même niveau que les cheveux les plus courts, qui sont quasiment débiles, si on peut dire. Et j'aimerais bien rajouter que, quelque part, ces cheveux, c'est un peu notre jardin intérieur, si on peut dire. C'est-à-dire que les cheveux ont une fonction végétale, si on peut dire. Donc nous cultivons nos cheveux, nous les faisons pousser, nous les coupons. Il y a des cycles de croissance des cheveux, qui sont d'ailleurs parfois liés à la lune, paraît-il. Et donc, si vous voulez, il y a en effet quelque chose, un rapport que nous avons à notre jardin qui est tout à fait intéressant. Et on peut dire que on a le jardin qu'on mérite d'une certaine façon. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que je suis quand même assez scandalisé par cette mode comme ça, des crânes rasés, qui semble une mode assez innocente, mais qui en réalité nous renvoie à cette idée d'une société où le handicap serait la norme. C'est-à-dire ce qui est le moins avancé, le moins développé, serait la norme. Par exemple, quelqu'un qui ne peut faire que des choses très limitées, eh bien ça devient la norme. Alors que celui qui peut faire beaucoup de choses, il est hors norme. Eh bien, on voit déjà ça dans la parabole des cheveux. Voilà.